Nous venons d'analyser ce qu'il en était de la mobilisation dans l'Eure-et-Loir, mais qu'en était-il du reste de la population, des réactions de la société, ou encore de la presse comme relais d'opinion? Ce tableau d'Albert Herter, peintre américain, est daté de 1921. Il a perdu son fils, en 1918, engagé volontaire de l'armée américaine. Nous sommes donc après la guerre, et l'artiste est impliqué. Mais on peut constater que l'allégresse du personnage central, la fleur au fusil, est contrastée par l'attitude sérieuse, voire inquiète, de nombreux personnages du tableau. Cette fresque est révélatrice du caractère ambivalent de l'opinion lors de la mobilisation, mais il faut replacer le tableau en 1921, date à laquelle on savait ce qu'avait été cette guerre destructrice. Cela n'empêche que les esprits avaient été préparés, et ceci depuis longtemps. Il y a plusieurs musées de l'école dans le département, mais celui d'Invers, commune du Perche, dispose de souvenirs d'époque. Outre les courriers de mères faisant don de leur enfant à la France, il y a un petit fusil, tout en bois, de ceux qui étaient utilisés par les élèves lors de séances d'initiation militaire au maniement des armes. Un instructeur dédié à ces apprentissages venait à vélo de Chartres chaque semaine. La France avait le désir d'en découdre avec l'Allemagne. Les souvenirs de la guerre de 1870 étaient encore très vifs. Il était nécessaire de conditionner les populations pour une revanche prévisible. La propagande, puisque c'est de cela dont il s'agit, n'hésitait pas à montrer des enfants, surtout des garçons, mais aussi des filles, en situation guerrière, et même dans des situations de mort glorieuse. Et tout cela avec l'approbation de toutes les autorités, y compris religieuses. Comme le montre ce cahier d'école, la population de Coudreceau a reçu elle aussi une formation patriotique au devoir envers le pays et au sentiment national. À la nouvelle de la déclaration de guerre, ainsi qu'en témoigne le journal de Chartres, la presse fait état de sentiments mitigés. L'enthousiasme se teinte d'angoisse. La population eurélienne, à l'unisson de la population nationale, espère que les conscrits pourront rentrer rapidement. Dès la déclaration de guerre, les sentiments germanophobes, bien préparés par l'avant-guerre, vont pouvoir s'exprimer sans aucune retenue. Tous ceux qui, de près ou de loin, pourraient être en rapport avec le Boche, mettent en émoi la presse et la population. On croit voir des espions un peu partout, en Belgique, à Gournay-sur-Marne et même à Dreux. Dans le même esprit d'espionnite, les plaques en métal émaillées de marques Magie et Cube sont dévissées. On soupçonne que ces plaques sont là pour baliser les routes à l'armée allemande jusqu'à Paris. Les commerçants chartrains, par presse interposée, sont appelés à les détruire. Autre cas, M. Kiefer, propriétaire de l'autogarage, qui a été remplacé par les Enfants du Paradis, et dont le nom est à consonance germanique, doit justifier de ses origines qui sont luxembourgeoises. Voilà rapidement brossé l'état psychologique de la population, mais qu'en est-il de l'état psychologique des premiers mobilisés qui sont sur le front? L'armée a mis en route un service postal d'une très grande efficacité qui fonctionne en franchise postale, c'est-à-dire gratuit, car elle sait que le moral des troupes passe par le courrier, même si celui-ci est soumis à une censure stricte. De l'autre côté, les familles, essentiellement les mères, les femmes et les filles, font parvenir au front de leurs nouvelles
souvent accompagnées de colis très attendus. Elles évoquent un quotidien bouleversé par le départ des hommes, notamment leur implication dans les travaux des champs. Malgré des doutes quant aux équipements, habillé comme un comique est-il écrit dans cette lettre, donc malgré ces doutes, il y a une croyance ou peut-être un espoir de voir, suite à la reprise de Mulhouse, de voir cette guerre se terminer rapidement et glorieusement pour la France.